Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, comme chaque semaine, bonjour à ceux qui nous sont fidèles. Bonjour Guillemette. Bonjour Pierre. Guillemette Odissino qui va m'accompagner au cours de cette émission où nous allons parler comme d'habitude de deux films dont l'un est un peu délicat puisque c'est le nouveau film de Roman Polanski. Roman Polanski dont le nom est associé depuis des années à un acte totalement répréhensible qu'il a commis il y a longtemps et pour lequel même la victime avait pardonné, semble-t-il, mais depuis, il y a eu d'autres plaintes. Oui. Il y a eu d'autres plaintes, et puis tout récemment, il y a ce problème de rétrospective à la Cinémathèque. Alors, voilà. Il y a eu donc la Cinémathèque. Dès hier, il y a eu des manifestations assez violentes devant la Cinémathèque de la part de femmes, féministes ou autres. Ça remet évidemment en question, est-ce qu'on doit, en ce moment, alors que certaines affaires, effectivement, ou ressortent, ou ne sont finalement pas jugées encore, ou sortent et de nouvelles affaires sortent. Est-ce que c'était vraiment le moment de consacrer un hommage à Roman Polanski, surtout en sa présence? Alors, la Cinémathèque, évidemment, et je pense que ça c'est vrai, de bonne foi, dit que c'est un hommage qui était prévu il y a au moins 18 mois, parce que pour faire un hommage, il faut tout ce temps à la Cinémathèque pour le faire. Oui. Mais bon, ça pose un problème. Mais on peut aussi prendre 5 minutes pour annuler un hommage quand il tombe mal. Autrement dit, moi ce que je te propose, c'est de parler, on l'a dit, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui n'iront pas voir le film de Polanski probablement parce qu'il est signé Polanski, il y a des gens en tout cas qui n'iront pas à la Cinémathèque. Qui n'iront pas à la Cinémathèque, et c'est leur droit le plus strict. Oui. Maintenant, nous, on va parler de ce film qu'il a fait, qui s'appelle donc D'après une histoire vraie, lui-même inspiré du roman de Delphine Le Vigan. Absolument. Et alors en deuxième partie, ça n'a rien à voir, mais il y a un autre film un peu contestataire aussi qui a provoqué quelques remous. Ça sera donc notre deuxième film de l'émission qui s'appelle La mort du cerf sacré, qui est signé par un mise à mort du cerf mise sacré. À mort du cerf sacré, pardon. Pourtant, parce que c'est vraiment, oui, pour le la coup, mise à mort, absolument. C'est un film qui réclame certaines mises à mort. Et c'est donc signé par un réalisateur grec dont c'est le 4e film et qui est presque célèbre maintenant, d'abord pour avoir été primé à Cannes et pour faire des films extrêmement provocants qui secouent l'indifférence générale. Voilà, alors on commence par le film de Roman Polanski. C'est un affrontement entre deux femmes, Emmanuelle Seigné et Eva Green, et on commence par voir un extrait de la bande-annonce. Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. Ça fait longtemps que t'écris plus du tout ? Parfois, j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça ? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Je sens qu'on ne va pas être d'accord, Guillemette, sur ce film. Non. Pas du tout. Alors, je ne sais pas qui commence. Allez, pourquoi tu n'aimes pas le nouveau film de Monsieur Roman Polanski ? Alors, pour plein de raisons. D'abord, alors je sais bien que, et c'est le fait même des adaptations, et souvent de certaines adaptations très réussies, un cinéaste peut s'emparer d'un livre et en faire ce qu'il veut. C'est même presque son devoir. Et quand il est trop fidèle, on dit qu'il est académique. Donc, bien. Sauf que moi, j'ai absolument adoré, j'étais fascinée par le livre de Delphine Le Vigan. Ouais. Et je n'y retrouve absolument aucune des subtilités, des vertiges qu'il y avait dans ce livre. Et je n'y vois, alors pour le coup, qu'un exercice de style polanskien, et même polanskien au cube. On a l'impression que c'est un jeune élève qui admirait le Polanski première manière, qui copie sur du Polanski, en copiant tous ses tics pour quelque chose d'assez grand guignolesque, qui, oui, devient une espèce de thriller, du fantôme, du double, enfin tous ces trucs, alors Hitchcock, De Palma, etc. Mais en gommant
toute la subtilité et surtout en gommant l'une des choses essentielles qui était dans le livre, c'est la peur et de la page blanche et de la créativité que Polanski résume en quelques scènes absolument grotesques d'une femme vraiment lourdement tétanisée devant un clavier de machine à écrire. Je trouve ça en fait très pauvre. Alors, je n'ai pas lu, moi, le roman de Delphine de Vigan, donc peut-être que ça m'a été plus facile d'entrer dans l'univers de Polanski, mais je ne suis pas d'accord quand tu dis que c'est fait avec des grosses ficelles en ce qui concerne la création artistique. Notamment, moi, je l'ai parfaitement senti, l'angoisse de la page blanche et de la création, très bien et très finement, je trouve. Moi, ce qui me plaît, parce que je me demande, mais je ne parle pas de toi, là, on discute du film, je me demande s'il n'y a pas eu une sorte de malentendu, mais à Cannes, puisque le film a été très mal accueilli à Cannes, sur le fait qu'on attendait autre chose, une fois de plus. C'est-à-dire qu'on attend de Polanski qu'il refasse un peu ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il y a deux types j'exagère, je caricature à mon tour, mais il y a deux types de polars. Il y a le polar à la Agatha Christie, où on découvre peu à peu les choses. En gros, c'est ce qu'il avait fait dans Rosemary's Baby, où peu à peu, avec Mia Farrow, on découvrait tout ce qui pouvait se tramer dans cet immeuble, voilà, John Cassavetes, le diable, tout ça, parfait. Et puis il y a d'autres films que j'appelle le polar à la Colombo, où tout nous les est donné dès le départ. C'est-à-dire que et là, je pense qu'il a voulu, à tort ou à raison, mais c'est son droit le plus strict, illustrer ce type de polar. C'est-à-dire que dès les premières secondes, on sait que Emmanuelle Seigner va être la victime, que Eva Green va être la garce qui va l'envahir peu à peu. Elle joue une sorte de fan, en effet, qui... Une femme vampirisante, même mais on au-delà le comprend. J'ai l'impression que le public de Cannes, et même nos confrères, se disent « Ah ben ouais, je l'ai vite compris ». Mais bien sûr qu'on l'a vite compris, puisque c'est ça qu'il veut. C'est à partir du moment où on a compris, c'est-à-dire au bout de 30 secondes qui est qui, que la mise en scène de Polanski peut se développer. Et pour moi, elle se développe, c'est-à-dire l'angoisse, la peur. Pourquoi la victime accepte-t-elle que cette femme s'installe en face de chez elle, puis après chez elle, et puis après l'entraîne dans une maison isolée? Pourquoi? C'est incompréhensible, comme pas mal de choses dans la vie. Et je crois que là, si on prend ce point de vue, c'est-à-dire qu'on comprend tout, et on se dit comment et pas pourquoi, le film me paraît bien meilleur. Ben oui, mais effectivement, du coup, tu fais tout reposer sur ce qu'on pouvait admirer à une époque chez Polanski, ô combien, c'était sa mise en scène. Mais alors là, moi, il y a par exemple un truc qui me frappe. Alors, moi, j'inviterais les gens à ne pas y aller, mais pour prouver ce que je dis, il faut que les gens aillent le voir. Ben oui. Il y a des plans fixes, par exemple, de cette maison qui, à la fin, devient le théâtre de l'affrontement de plus en plus violent. Alors, des plans où on voit la maison, un peu de biais, avec, au premier plan, le coffre d'une bagnole. Et ce plan revient tout le temps. J'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt de mettre au premier plan une voiture avec une maison à l'arrière-plan. Ça n'a aucun sens esthétique, aucune mise en abîme de rien. C'est juste un plan moche. On se dit, tiens donc, mais est-ce que ce grand cinéaste aurait sacrément pris un coup de vieux? Mais moi, je Il y a ne des vois plans pas qui ce ne servent plan. à rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un plan qui ne sert à rien? Ah bah tout de même, Mais dans non, un pas tout de thriller, même. Non, dans un thriller, surtout quand on filme le lieu du crime ou en tout cas de l'envie de crime. Et ce que tu dis sur la manière dont, disons que la garce et la victime sont identifiés dès le début, certes, pourquoi pas, ça c'est bien, mais il y a un problème de double réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, la victime, elle est censée être, elle, réaliste. Alors Emmanuelle Seigner... c'est une romancière, donc elle n'est pas réaliste. Enfin, oui, mais il la filme de manière réaliste, ou en tout cas, il dirige Emmanuelle Seigner de manière à peu près réaliste. C'est-à-dire que la pauvre, elle a l'air déprimée, pleurnicharde dans tout le film. Elle est déprimée, pleurnicharde, elle a le droit. Enfin, et à côté, sa vie s'effondre. Et à côté, une espèce de créature hollywoodienne, un monstre de beauté et de vampirisme, alors qui, elle, sort pratiquement direct d'un film de la Hammer. Et mettez-nous tout ça ensemble, mélangeons-nous tout ça. Enfin, ça t'a pas échappé quand même, Guillemette, que c'est quand même un film aussi
ce qui n'étonnera Sur le personne, fantasme, sur le fait que fantasme, cette femme sur n'existe pas vraiment. Non, oui, oui. enfin bon, sur l'inconscient en tout cas, c'est-à-dire exactement le cinéma que faisait Fritz Lang à Hollywood, c'est-à-dire Le secret derrière la porte, avec une sécheresse de mise en scène, justement. Il n'y a pas de graisse, ça va très Ça, très c'est vite. sûr qu'il n'y a pas de graisse. Ah bah oui, mais ça va. Il n'y a Bah pas oui. de graisse, il y a même des plans tellement dégraissés qu'on se demande à quoi ils servent. Mais bon, Mais pourquoi un plan devrait-il servir à quelque chose? ah bah quand même, quand on arrive vers la fin du film et que justement le nœud est en train de se nouer ou de se dénouer, est-ce que cette femme dans le réel est folle? Est-ce que ce vampire existe vraiment? Eh ben, Des c'est choses à comme toi ça, de te chaque poser plan la question. compte. Chaque plan Mais compte. c'est à toi Mais de- le problème, c'est qu'à la fin, Pierre, on s'en fout. Ah On s'en fout. Et oui, ça, mais c'est vraiment un problème. Ça, c'est pas un argument Parce que qui pour est ceux qui recevable, ont lu le livre ou pour ceux qui s'intéressent à ce genre de suspense, effectivement, Non mais sur le fantasme, la création, la notion du double, est-ce que je suis moi-même créateur de ce que je mets sur un papier? Moi, ça me Est-ce que passionne, ça. Un double écrit sur mon Oui, épaule? ça me passionne, Le ça. sujet est passionnant, mais le film, lui, en fait, n'apporte aucune réponse. C'est Mais un grand guignol à la mais place. C'est pourquoi un tellement film décevant. devrait-il apporter une réponse? Il pose des questions, c'est à nous de répondre. C'est à nous de répondre en fonction de nos émotions devant le film. Bon, enfin, je crois que on ne sera pas d'accord. Il y a principe de fascination ou pas. Voilà, moi je suis pas. Je suis assez fasciné par l'exercice de style. Mais je reconnais que c'est un exercice de style, mais ça me plaît bien. Bon. On va passer au deuxième film, qui n'est pas triste non plus. Exercice de style Aussi. Alors, tu me répètes le nom du titre, parce que je sens que je vais me planter La mise encore. à mort du cerf sacré. Voilà. Bon, alors là, c'est une famille et puis un adolescent qui s'introduit dans une famille. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. 'Cause we got the fire and we're burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space. Yeah, I'm really sorry about Outer Bod. space, It's nothing light it serious. up. No, it is. Like we're the stars of the human race, human race. Where did you two go? When the lights started out, they don't know what they heard. Strike the match, play it loud, giving love to the world. How did his father die? We'll be raising A surgeon never kills a patient. An anesthesiologist can kill a patient, but a surgeon never can. 'Cause we got the fire. Don't be scared, Mom. You'll see. You won't be able to move either. So get used to Let it. it burn, burn, burn. Where is she? What did you do to her? Let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, burn, burn. I don't understand why I should have to pay the price. Why my children should have to pay the price. Let it burn, 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 burn. We're gonna It's the only thing I can think of as close to justice. We can light it up, up, up. Donc c'est un film d'un grec provocateur qui s'appelle Yorgos Lanthimos. Alors moi je déteste ce film. Moi j'adore, Voilà, comme ça je au moins. déteste ce film. Mais alors mon problème, parce que je vais commencer moi pour dire, c'est que je ne peux pas dire pourquoi je le déteste, simplement parce qu'il faudrait que je raconte la fin. Alors déjà que je suis spécialiste souvent dans d'autres émissions de raconter la fin, je ne peux pas la raconter. Alors je suis comme toi, je trouve que la première... Enfin, je vais voir ce que tu vas dire, je vais t'écouter attentivement, mais je trouve qu'il y a en effet, pendant les 3 premiers quarts d'heure, une vraie glaciation des sentiments, ce couple, cet adolescent qui arrive là et dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut. Avec mon mauvais esprit, je pensais même qu'il voulait séduire Colin Farrell, qui est le héros du film, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Ensuite, qu'il pourrait séduire Au début, Nicole c'est vraiment Kidman. quelque chose de pasolinien. Disons. Moi, je dirais Losey, Ou Joseph oui, Losey, oui, pour oui. l'esthétisme, Oui. comme ça. Ah, pas l'ozolinien, c'est dans le côté Séduction, ouais, un petit jeune Théorème, homme, quoi. théorème, voilà, Voilà, théorème. un Mais- ange qui vient semer le désordre. Mais la forme est très, très losée. Le problème, c'est que c'est fait, et après je te laisse parler, pour une solution que je ne peux pas dire, mais qui, moi, me révulse tout ce que je crois en philosophie et en morale. C'est-à-dire que c'est un film, pour moi, totalement détestable. On n'a pas le droit, pour moi, de faire un film pour nous inciter à ce que le metteur en scène nous demande d'accepter à la fin du film.
Vas-y. Ah, alors déjà, c'est effectivement un film non aimable, mais comme était The Lobster, son film précédent, qui avait aussi un peu agité à Cannes, c'est un réalisateur qui nous met dans des situations particulièrement inconfortables. Donc, comme tu l'as dit, c'est une famille, mais alors une famille déjà glacée au sens qu'elle est robotique. C'est absolument fascinant, puisqu'en plus, il prend... et ce n'est pas innocent, 2 stars américaines, donc Colin Farrell et Nicole Kidman, leur fait jouer le rôle d'un couple de bourgeois, d'ailleurs dans une Amérique complètement stylisée, on ne sait plus vraiment, et ils ont 2 enfants. La seule chose que l'on peut dire, sans parler de la fin, c'est qu'à un moment, l'adolescent qui n'est pas de leur milieu et qui en veut à Colin Farrell, qui est un cardiologue et qui a mal soigné son papa, Oui. il lui en veut. Bon. Et il va pousser, et même il va être l'instrument d'une espèce de condamnation. Mais ça ne te gêne pas? Et ça va forcer les parents à faire, disons, un choix de Sophie. Oui, mais c'est abject. Mais c'est pas abject, ça s'appelle la tragédie antique, Mais sauf que là, c'est complètement déplacé dans le cadre aseptisé, robotisé d'une Amérique qui se veut parfaite, avec monsieur et madame. Oui, j'en ai marre des critiques de l'Amérique comme ça, alors la barbe. Sauf que là, c'est pas la même chose, parce que bizarrement, c'est pas un Américain qui fait une critique de l'Amérique dans un film indé, etc. C'est un Grec dont le pays, on le sait bien, va pas très bien. Oui. Un pays complètement ruiné, abandonné, jugé en plus pour sa propre ruine. Ah si, ça a tout à voir. C'est-à-dire que c'est un cinéaste grec qui déplace finalement un problème presque de choix économique, de choix divin et de malédiction sur une cellule familiale. Malédiction dont il peut estimer que son pays a été victime. C'est passionnant. C'est honteux. Ah non, c'est passionnant politiquement, c'est passionnant. De prendre le spectateur en otage, c'est sûr qu'il faut prévenir les gens que, comme tu le dis, vers la fin du film, ils vont être confrontés à des scènes qui sont ô combien malaisantes. On revient un peu au même principe, décidément à Cannes, c'était vraiment la joie, on revient un peu au même principe que de The Square, la Palme d'Or, où plus le film avance et plus le spectateur est mis dans des conditions de malaise. Mais là, quand même, c'est outrancier. C'est outrancier, c'est puissance 10, quoi. Voilà, comme on peut dire que la tragédie, que je sache est grecque, oui, c'est grec. La tragédie, à un moment, ne fait pas de cadeaux et ne fait pas dans la nuance. Lui, il fait pareil. Mais c'est pas des petits bourgeois, la tragédie grecque, tandis que là, ce sont des grands bourgeois. Et pourquoi ne pas leur donner le droit ou pas le droit, justement, mais le chagrin absolu à eux aussi de vivre une bonne tragédie grecque à l'ancienne. Écoute, on va voir. Est-ce qu'on peut juste préciser que quand même, ce grec-là, il a un art de diriger Colin Farrell, ça fait 2 fois là, après The Lobster, qui fait de Colin Farrell un acteur assez neuf. Et Nicole Kidman est quand même incroyable en créature antique. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai, ça fait partie de la la première partie. Il y a quand même une manière de jouer avec ces acteurs américains comme avec des poupées. Non, mais quand il cessera de vouloir provoquer le monde pour faire l'intéressant, je pense que ça ira un tout petit peu mieux. Enfin, voilà. On n'aime pas les mêmes cinéastes quand ils font les intéressants. Voilà. C'est drôle, ça. C'est drôle, hein. Bon, on passe à quelques conseils. Guillemette, c'est à toi qui commence par un DVD. Oui. Et alors là, je me suis fait un petit plaisir. Hein. Alors on va arrêter le cinéma d'auteur et les cinéastes qui posent souci. La momie avec Tom Cruise. La momie avec Tom Cruise, réalisée par Alex Kurtzman. Sûrement. Là, pour le coup, c'est bien. On s'en moque du réalisateur parce qu'il y a Tom Cruise. Ah, il y a Tom Cruise. Alors, c'est pas vraiment le remake de la vieille momie du début, pas non plus encore le remake de la momie des années 90 ou ça. C'est Tom Cruise a pris un coup de jeune, encore. Bientôt, Tom Cruise fera des films où il a 15 ans. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de fascinant. Moi, tu expliques ça comment? Je sais pas, je crois que je vais devenir scientologue. Coupé, faut pas le dire. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose de fascinant dans cet acteur. C'est un film de série B, assumé, avec énormément d'autodérision, où il se prend à moitié pour Harrison Ford dans Indiana Jones. Et dedans, il y a Russell Crowe qui joue le Dr Jekyll. D'accord. Donc rien que ça. C'est chez Universal Pictures. Et bientôt, il y aura peut-être une suite avec Russell Crowe à nouveau dans le rôle de Dr Jekyll dans ce qu'ils appellent la licence
Universal Picture Monster. Moi, ça me ravit. C'est du week-end pluvieux, ça. Alors moi, je vais te parler d'une installation de Clément Cogitor. Clément Cogitor. Alors ça, on revient dans le cinéma d'auteur. Clément Cogitor est un jeune cinéaste français, parmi vraiment les plus doués. Il n'est l'auteur que d'un seul long métrage qui s'appelle Ni le ciel ni la terre, mais il est un peu partout. Il fait des films un peu partout. Et là, il a fait une installation qu'on peut encore voir jusqu'au fin décembre. Au Bal, à Paris. Et puis, il y a son moyen-métrage qui sort dans les salles. Donc, vous êtes gorgé de Clément Cogitor. Vous pouvez voir son installation, voir son moyen-métrage dans les salles et lire un livre qui lui est consacré toujours à ce film qui s'appelle Braguilo. Voilà. Donc, plein de Clément Cogitor partout. Ah oui, il a beaucoup de talent. Bien. À toi. Alors, moi, je continue dans... J'ai décidé après nos deux cinéastes de tout à l'heure, j'ai décidé de faire dans l'américain, dans l'action. Je voudrais te conseiller et vous conseiller un livre, Le cinéma d'action américain, par Olivier Delcroix. C'est un honorable confrère du Figaro, journaliste de cinéma, entre autres, dans la collection Aubeke, paru chez Aubeke, voilà, Aubeke. En plus, vous ne pouvez pas le louper, c'est un grand livre comme ça, avec une couverture jaune, et dessus, l'inspecteur Harry, Clint Eastwood. Hein, bon. Et c'est vraiment... C'est bien ? Oui, alors tu sais, Pierre, relire une fois de plus pourquoi on aime Terminator, pourquoi on aime Mel Gibson dans tel rôle, et pourquoi on aime l'inspecteur Callahan, normalement, pas besoin. Mais là, il refait un historique, mais depuis pratiquement vraiment le cinéma muet, de tout ce qui est cinéma d'action américain. Il tisse des fils entre tous ces films et tout. C'est écrit avec beaucoup de gourmandise, des illustrations géniales, super chouette. Bon. Et alors, pour finir, on peut aussi l'offrir à Noël ou se l'acheter tout de suite. Se l'acheter tout de suite, oui. Pourquoi voilà. Et puis alors moi, je me suis dit que peut-être que samedi, on aurait une petite place pour regarder la télé. Ça peut encore arriver, entre les livres... Il ne va pas faire beau, il paraît. Voilà, donc moi, je conseille à ceux qui ont TCM Cinéma de voir à 20h45, samedi qui vient, l'épouvantail de Jerry Schasberg. Al Pacino, génial. Gene Hackman, pas loin d'être génial aussi. Et puis, je trouve ça réconfortant de voir deux paumés qui se rencontrent, qui marchent à pied, qui ont plein de rêves qui ne vont pas se réaliser. Et ça rappelle quand même qu'il fut un temps, le début des années 80, où des réalisateurs comme Jerry Schasberg étaient employés par les grands studios, obtenaient les Palmes d'Or à Cannes et filmaient pas seulement des robots et des monstres, quoi. Ça fait un peu plaisir de temps à autre de revoir l'épouvantail, rien que pour ça. Voilà. Ouais. C'est fou, à une époque, les studios faisaient en fait des films indés. Des films indépendants et avec des êtres humains. C'est quand même, ça manque de temps à autre. Merci Guillemette. Merci Pierre. Et puis donc à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.